All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Le juge-président, bonjour à tous. Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience. Je vous remercie, Monsieur le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire. Affaire le procureur contre Charles Blégoudet. ICC 0211 0211. Nous sommes en audience publique. Le Président, je vous remercie. Donc, tout d'abord, je tiens à saluer les parties et participants à ce procès, enfin, à cette conférence de mise en état sur Prendre l'interprète. Et je salue aussi Monsieur Blégoudet pour cette première conférence de mise en état de la Chambre de première instance 1. Donc je vais nous présenter. Tout d'abord à ma droite, Monsieur le juge Kuno Tarfusser, à ma gauche, Madame le juge Olga Herrera Carbuccia. Et je suis le juge Jeffrey Henderson. Et je serai donc juge-président en l'espèce. Donc tout d'abord, quelques questions administratives. Sachez que nous allons organiser nos audiences de la façon suivante. De 10h à 11h30, nous prendrons ensuite une courte pause et nous reprendrons à midi jusqu'à 13h30. Si nécessaire, nous pourrons poursuivre après la pause déjeuner. Avant de demander aux parties de se présenter, je tiens à rappeler à tous les orateurs de parler lentement, de ménager une pause entre les différents orateurs aussi, ce qui est absolument indispensable pour que la sténotypie et l'interprétation soient correctes et précises. Je tiens d'ailleurs à remercier les interprètes et les sténotypistes dès à présent pour leur aide fort précieuse. Maintenant, Monsieur le procureur, veuillez présenter vos équipes, s'il vous plaît. Monsieur MacDonald, bonjour. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par Madame Claire Henderson, Monsieur Louis Rougambadge, Madame Maria Bernadikova, Madame Florie Huck, Madame Yasmine Choubine et moi-même, Eric MacDonald. Je vous remercie. Maître Knoops. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. À ma droite, Madame Carrie Knoops-Hamburger, comme notre commise aux affaires. Ensuite, Madame Marion Karine, qui nous vient de Lille. Dans la galerie publique, Madame Anthony Dyack, qui n'a pas pu arriver du Texas. Notre deuxième commise aux affaires, elle vient juste d'arriver du Texas, justement. Elle n'a pas pu arriver à temps pour entrer dans le prétoire. Et ensuite, Monsieur Clavier Hendry, qui est avec nous, avec Madame Sèche-Buon. Et nous avons une personne aussi qui vient juste de partir pour le Kenya. Et quant à moi, je suis Maître Knoops du barreau d'Amsterdam. Je travaille donc avec mon épouse et qui est aussi mon assistante juridique. Et nous allons représenter les intérêts de Monsieur Blégoudet. Monsieur le juge Anderson, je vous remercie. Les représentants légaux des victimes, s'il vous plaît. Madame Massida, bonjour, Madame le Président. Les victimes ici sont représentées par l'OPCV. Et aujourd'hui, vous avez Monsieur Hérité Carnero Rojo, Monsieur Patrick Titch Dimbo, notre commis aux affaires et assistant juridique, et Madame Martha Beau, qui est une
universitaire qui est avec nous. Le président, très bien. Maintenant, qu'en est-il du greffe? Le greffe, le greffe est représenté par Aïda Camara, chef de l'unité de traduction, et Esteban Peralta Lozilla, chef de Natasha Schroeder, qui travaille l'unité des victimes et des témoins, et Soraya Bricci, coordinatrice légale de la section du VPRS, et moi-même, Peter Van Averbeke, pour la division des services de la Cour. Le président, je vous remercie. Parfait. Donc, dès le départ, je tiens à vous rappeler que le but de cette conférence de mise en état aujourd'hui est de parler des mesures qui doivent être prises avant de commencer le procès. Donc, il faut que nous nous mettions d'accord sur les procédures qui seront nécessaires pour faciliter une conduite rapide et efficace et équitable de cette affaire en application de l'article 64.3, bien sûr. Et nous sommes aussi ici pour vous écouter et pour entendre vos arguments, car nous avons besoin d'informations de votre part avant de fixer la date de départ du procès. Donc ça, c'est nécessaire au titre de la règle 132. Donc la Chambre a reçu un grand nombre d'écritures de la part de l'accusation, du représentant légal des victimes et du greffe, et ce, sur un certain nombre de points que vous trouvez à l'ombre du jour. La Chambre a remarqué d'ailleurs que la défense, enfin que l'équipe de la défense n'a pas vraiment présenté d'arguments concrets à propos des points qui sont à l'ordre du jour. La défense s'est plutôt concentrée sur les délais nécessaires et sur les ressources qui leur sont indispensables pour assurer la défense de M. Blé-Goudet. Certains éléments qui avaient été suggérés par le représentant légal des victimes et la défense dans sa demande 201, déposée le 26 janvier de cette année, ont été ajoutés à l'ordre du jour de cette conférence de mise en état. Et il s'agit donc de l'écriture 204 déposée le 11 février 2014. La défense 214, pour l'interprète, 214. La Chambre remarque aussi que la défense a déposé quelques écritures supplémentaires, le 9 et le 11, l'écriture 213 et l'écriture 215. En ce qui concerne la requête de la défense 201, la Chambre remarque ce qui suit. La défense souhaite obtenir plus de temps et plus de ressources pour préparer le procès. Deuxièmement, la défense souhaite obtenir un délai supplémentaire avant de répondre à la requête aux fins de jonction d'instance. Et troisièmement, la défense demande la traduction de tous les documents pertinents portant sur la prorogation de délai et portant donc sur la réponse à la demande aux fins de jonction d'existence déposée le 4 février 2014. Toutes ces nouvelles écritures ont été déposées le 4 février 2014. Une décision a été rendue le 6 février. Donc, en ce qui concerne dans l'écriture 2009 et en ce qui concerne les questions, les deux dernières questions soulevées, donc le temps et ressources nécessaires pour préparer le procès et la demande de traduction des documents en français. Tout ceci a été ajouté à l'ordre du jour d'aujourd'hui. La Chambre souhaite noter qu'elle a pris en compte la suggestion de la représentante légale des victimes qui était d'ajouter comme point d'ordre du jour une discussion sur les protocoles nécessaires. Et la Chambre remarque aussi que le greffe est tout à fait prêt à déposer un certain nombre de protocoles et à utiliser des protocoles dans cette affaire. Mais suite, qu'il faut attendre la réponse, la décision sur la
requête aux fins de jonction d'instance, sachant que notre ordre du jour est déjà assez étoffé, il serait peut-être bon de traiter de ces problèmes ultérieurement dans une autre conférence. La Chambre saisit donc cette occasion pour rappeler la chose suivante. En ce qui concerne la requête aux fins de jonction d'instance, les écritures de la défense sont attendues le 19 février, dans quelques jours, et suite à ces écritures, après l'avoir étudié, la Chambre pourra rendre sa décision. Comme vous l'avez dit, le dernier point à l'ordre du jour porte sur la date de début du procès. Et donc, je tiens à vous rappeler qu'en application de l'article 64.8a du statut, au début du procès, la Chambre doit lire à haute voix les charges confirmées et doit permettre à l'accusé d'entrer son plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Donc la Chambre, considérant que le procès commence le premier jour, que l'on étudie le fond de l'affaire le premier jour et non pas lors des conférences de mise en état, ces charges seront donc lues et l'accusé aura la possibilité de présenter son plaidoyer lors du premier jour du procès. Il est évident, bien sûr, qu'il peut faire son plaidoyer avant s'il le veut. Maintenant, avant de passer à l'ordre du jour, la Chambre souhaite soulever 2 points. Tout d'abord, certains commentaires à propos de la façon dont sera menée la procédure. Et deuxièmement, nous devons parler d'une demande émanant de la défense que nous avons reçue par le biais du greffe, et seulement hier. Alors, premier point. Comme cela a été le cas lors d'autres procès, cette Chambre, comme toutes les chambres d'ailleurs, souhaite faire certains commentaires, certaines observations quant à la façon dont elle souhaite que soient menés les débats. Afin que ce procès soit véritablement équitable et rapide, la Chambre encourage les parties à communiquer entre elles et à dialoguer. Donc les parties sont libres de saisir la Chambre de tous les points qui ne peuvent pas faire l'objet d'un accord entre elles. Cela dit, elles doivent essayer, en toute bonne foi, d'arriver à une solution entre eux avant de présenter le problème devant la Chambre. Alors, comment aider ce dialogue efficace entre les parties? Eh bien, la Chambre demande instamment aux parties tout d'abord d'être courtoises les unes envers les autres et non seulement lors de leur présentation orale dans le prétoire, mais aussi dans le cadre de leurs écritures et de leurs courriels. Donc faites attention à la façon dont vous allez libeller vos écritures. Quant aux écritures elles-mêmes, la Chambre souhaite qu'elles soient le plus brèves possible. Il n'est pas nécessaire aux parties et aux participants de toujours écrire, toujours utiliser au maximum la limite de pages prévue dans le règlement de la CPI. Parfois, être bref et concis est une meilleure approche. Ensuite, en ce qui concerne la notification des écritures, la Chambre rappelle qu'il préfère que les documents soient publics. Nous savons quelle est la démarche de la Chambre préliminaire 1 telle qu'elle est établie dans sa décision 383, mais pour ce qui est des documents confidentiels, la Chambre informe les parties et les participants qu'à partir d'aujourd'hui, elles doivent toujours informer les parties et participants, y compris le représentant légal des victimes, chaque fois qu'une écriture est déposée. Si le parti ou participant déposant l'écriture ne souhaite pas
et partager cette écriture avec tous. Elle doit observer néanmoins la norme 23 bis du règlement de la Cour sur le statut des écritures confidentielles et ex parte. Et elle doit donner la raison de cette classification dans l'écriture afin que la Chambre puisse décider si oui ou non il convient que cette pièce ait ce statut. Alors, les courriels à la Chambre, en règle générale, ne doivent jamais inclure d'arguments juridiques ou de points de fond. Car ce type de demande ou de requête doivent être déposées de façon officielle dans le cadre d'une écriture. Mais si un point urgent doit être soulevé et il n'y a que le courriel qui permet d'être suffisamment rapide pour alerter la Chambre, il est possible d'avoir recours au courriel, mais ce doit être l'exception et non la règle. Et la Chambre peut demander à la partie impliquée de déposer une écriture officielle ultérieurement sur le même sujet. Maintenant, toutes les communications par courriel envoyées à la Chambre doivent utiliser l'adresse Chambre préliminaire 1, communication Blé Goudet, qui est déjà utilisée d'ailleurs par les équipes de notre Chambre pour vous envoyer des documents ou des courriels. Et quand vous enverrez vos emails à cette adresse, toute l'équipe juridique assistant les juges sera automatiquement mise en copie. La Chambre n'a pas besoin d'être inclue en revanche dans les échanges interpartes entre parties et participants. Mais quand la Chambre est saisie d'un point, tous parties et participants doivent être mis en copie de cet email qui saisit la Chambre de ce point. Et ceci est la règle. Et il n'y aura d'exception que si elle est motivée. En ce qui concerne les délais, la Chambre souhaite indiquer que tout en garantissant les droits de M. Blé Goudet, bien sûr, elle s'assurera aussi que la procédure sera appliquée de façon diligente et pourra peut-être raccourcir les délais de réponse éventuellement et s'assurera que les décisions sont prises de façon rapide. Mais il est évident que pour être rapide et efficace, la Chambre a besoin de la participation et de la coopération des parties et des participants. Et enfin, la Chambre recevra ces écritures dans l'une ou l'autre des langues officielles de la Cour, des langues de travail de la Cour, sans prendre l'interprète. Cela dit, nous souhaitons avertir les parties participants que la langue principale de travail de cette Chambre est l'anglais. Donc, toute décision et toute ordonnance seront rendues en anglais. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième point, il s'agit donc d'une demande faite par M. Blé Goudet lui-même. Très respectueusement, M. Blé Goudet a demandé l'autorisation de s'adresser à la Chambre lors de cette conférence de mise en état. La Chambre a étudié cette demande. La Chambre remarque que M. Blé Goudet est extrêmement bien représenté par un conseil de la défense expérimenté et qu'en pratique, donc, toutes ces préoccupations doivent nous être adressées par le canal de son conseil. Mais la Chambre a bien étudié sa demande. Nous remarquons que c'est la première fois que l'accusé comparaît devant nous. Et donc, au vu de ces circonstances exceptionnelles, la Chambre va faire droit à la demande de l'accusé et va autoriser l'accusé à parler à la Chambre. Et cela dit, il faut que l'accusé comprenne bien qu'il s'agit ici d'un prétoire. Nous sommes dans une cour, dans un tribunal, et que nous lui interdirons de faire des déclarations que nous ne considérons pas comme être appropriées dans ce prétoire. Si tant est bien sûr que M. Blé Goudet ait eu l'intention de le faire. Maintenant, nous avons passé en revue tous les points qui étaient à l'ordre du jour. Alors, je reprends les
points principaux soulevés par les parties et les participants dans leurs arguments sur ces questions qui sont à l'ordre du jour. Et ensuite, je ouvrirai le débat pour donner la parole aux parties. Nous n'avons pas de position de la défense. L'interprète se reprend. Nous remarquons que nous avons noté la position de la défense qui est telle qu'elle est exposée dans son écriture 204 et dans les écritures 213 et 215, selon laquelle la défense ne se semble pas en mesure de présenter des arguments sur les points qui sont à l'ordre du jour. Cela dit, si tout d'un coup la défense de M. Blégoudet souhaite présenter quand même des arguments sur ces points, elle a le droit de le faire. Mais la Chambre vous demande de ne pas répéter les arguments qui sont déjà contenus dans les écritures. Nous les avons lus, nous en avons pris connaissance, et donc nous vous demandons d'utiliser intelligemment le temps qui vous sera imparti pour étoffer peut-être vos arguments ou pour... En tout cas, on vous demande de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, cela ne sert à rien. Alors, premier point à l'ordre du jour. Quel temps est nécessaire et quelles ressources sont nécessaires pour que la défense puisse se préparer au procès? Tout à fait, de façon préliminaire, la Chambre remarque que depuis que la défense a déposé sa demande dans l'écriture 201, l'équipe de la défense est étoffée. Ils sont maintenant 7. La Chambre a aussi remarqué que la défense a demandé 15 à 18 mois supplémentaires pour se préparer au procès. La défense a fait valoir qu'étant donné le volume de l'affaire, la complexité de l'affaire, il lui faut au moins 15 à 18 mois pour pouvoir se familiariser avec les tenants et les aboutissants de l'espèce. De plus, la défense a demandé à ce que toutes les écritures et toutes les décisions pertinentes en l'espèce soient traduites en français. Mais nous allons en parler plus tard de toute façon, car c'est un point à l'ordre du jour. L'accusation fait valoir que le fait que la défense demande 15 à 18 mois pour se préparer, cette demande devrait être rejetée. Car l'argument de la défense est basé sur une prémisse qui est fausse. C'est-à-dire que le conseil et le co-conseil auraient été nommés très récemment. Ce n'est pas vrai. Le représentant légal des victimes a de plus considéré que ce délai demandé par la défense est déraisonnable, disproportionné et excessif, au vu que le conseil principal fait partie de l'équipe de défense depuis au moins 5 mois et qu'il connaît donc plutôt bien l'affaire. Et qu'il connaît aussi et qu'il a eu le temps de se familiariser avec le règlement de procédure et de preuve de notre cours. Maître Coups, si vous le voulez, vous pouvez nous présenter vos arguments. Vous pouvez essayer de nous persuader et de nous convaincre qu'il vous faut absolument 15 à 18 mois pour vous préparer, que c'est un délai raisonnable. Donc, je remarque que dans l'annexe 1 de votre écriture 203, vous avez parlé du temps qui s'est découlé depuis la décision de confirmation des charges et le début du procès dans un tableau, enfin dans une annexe. Alors il serait peut-être fort utile, en l'espèce, de nous réexpliquer votre logique et votre raisonnement qui vous permet de demander 15 à 18 mois. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment compris le raisonnement qui étaye votre demande. Donc, Maître Knoups, vous avez la parole. Maître Knoups, je vous remercie, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, j'ai bien noté que vous avez... j'ai bien noté l'accent que vous avez mis sur ces 15 à 18 mois. Thank you, Honors. Je vous remercie. Votre question est tout à fait raisonnable. Et si j'avais été dans les chaussures de l'accusation, de l'unité des victimes et des témoins, ou dans les vôtres d'ailleurs, j'aurais posé la même question.
pourquoi autant de mois? Surtout que ça fait quand même 5 mois que je travaille sur cette affaire. C'est vrai, donc la question est raisonnable. Mais dès le départ, je tiens à vous dire que le but de notre demande n'était pas de retarder la procédure. Au contraire, c'était pour gagner du temps en fin de compte, pour que le procès pénal en lui-même soit rapide. Lorsque la défense est prête au procès, le procès est rapide. Il y a beaucoup moins de risques d'arrêt. Mais quand on a une défense qui n'est pas prête et qu'on l'oblige quand même à présenter sa défense, et j'ai quand même de l'expérience, ça fait 28 ans que je suis conseil de la défense et de par le monde. Parfois, on doit demander instamment au juge d'arrêter la procédure ou de la retarder. Et nous essayons de ne pas nous trouver justement dans cette situation. Donc c'est pour cela que cette équipe qui vient juste d'être composée a longuement réfléchi à cette question qui est essentielle. Il s'agit de la liberté de M. Blé Goudet qui est en jeu. On ne peut pas prendre cela à la légère. Il veut quitter cette cour en homme libre, revenir vers sa famille en homme libre et revenir aussi vers son peuple, qu'il considère être un peuple qui a encore besoin de lui. Donc nous sommes devant un dilemme, Madame, Messieurs les juges. Vous savez que lorsqu'on a une défense qui est prête au procès, eh bien, le procès sera plus rapide. C'est évident. Lorsque j'ai rencontré M. Blé Goudet en décembre, et lorsqu'il m'a demandé de le représenter lors du procès, lors d'un procès, je comprenais très bien l'ampleur de la tâche que cela représentait. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Maître Knoops, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi. Donc je ne vois pas pour... Je ne veux pas que ce procès traîne, mais mon peuple m'attend, ma famille m'attend. Donc ce n'est pas une manœuvre dilatoire pour retarder les choses. Il s'agit de ma vie. Et j'ai besoin d'une équipe de la défense solide qui va m'aider. C'était donc la première étape. Donc vous savez que lorsque j'ai été nommé en janvier, cela se trouve d'ailleurs dans les documents que j'ai déposés confidentiellement, j'ai émis cette réserve en tant que conseil principal. Je lui ai dit qu'il fallait attendre que nous soyons en prétoire pour que je puisse demander à la Chambre d'avoir suffisamment de temps et suffisamment de ressources. Ensuite, deuxième remarque liminaire avant de d'attaquer votre deuxième question. Nous avons étudié de très près la jurisprudence de la CPI, du TPY. Nous avons aussi vu les lignes directrices de la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs, dans nos écritures, vous trouverez des références à ces textes. Eh bien, en étudiant cette jurisprudence, on voit qu'un délai de 15 à 18 mois, eh bien, du point de vue de la défense, ce n'est pas du tout déraisonnable. Et en faisant référence à la jurisprudence, vous trouverez aux annexes 1 et 2 de notre écriture, aux deux tableaux que nous avons présentés lundi et jeudi de cette semaine. L'annexe 2, c'est le tableau présenté par l'équipe Gbagbo. En moyenne, il y a au moins 12 mois entre la première conférence de mise en état et le début du procès. Donc 12 mois, c'est une période tout à fait moyenne qui est attribuée à une équipe de la défense. C'est une moyenne. Je fais référence à la décision rendue par la Chambre dans l'affaire Houto. Finalement, 15 mois ont fini par être octroyés
Donc, au lieu du mois d'avril, cela est devenu le mois de septembre 2013. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, cela fait 28 ans que j'exerce mon métier. Je n'ai jamais déposé de demande ou de requête à un juge, demande qui ne se fonde pas, qui n'est pas considérée comme fondée du point de vue éthique ou du point de vue juridique. En tout cas, c'est ce que j'avance. Nous avons notre équipe qui vient récemment d'être composée. Et si nous allons représenter Monsieur Blégoudet dans le cadre d'un procès qui est extrêmement crucial pour sa vie, nous devons supposer de façon tout à fait réaliste que nous sommes une nouvelle équipe. Et c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Parce que vous avez les annexes. Et dans les annexes, vous trouverez les faits qui sont comme suit. Ce conseil principal, à savoir moi-même, n'a pas véritablement travaillé 5 mois ou 4 mois comme l'avance l'accusation dans cette affaire. Bien au contraire. Et je reviendrai là-dessus dans quelques instants, Monsieur le Président. Donc la première conclusion que je souhaiterais indiquer à la Chambre est la suivante. Si vous veniez à rendre une décision à propos de la requête de la défense ou lorsque vous rendrez votre décision, n'oubliez pas que lorsqu'une équipe de la défense est tout à fait prête pour un procès, ce procès devient beaucoup plus efficace. En d'autres termes, l'économie judiciaire, qui est un concept clé émanant du TPY, cette économie judiciaire finit en fait par porter ses fruits dans le cadre d'un procès. Lorsque vous avez une équipe de la défense qui est prête et qui n'a pas besoin de demander des suspensions, des retards pour le contre-interrogatoire, des demandes pour appeler les témoins qui sont déjà repartis à l'étranger, etc., etc. Voilà donc mon argument principal que je souhaite présenter à la Chambre. Mais j'ai un deuxième argument, Monsieur le Président, car il s'agit d'une question capitale. Quelle est la période raisonnable qui est prévue ou adaptée au statut pour ce qui est d'avoir le temps et les ressources adéquats pour préparer la défense? Et là, nous nous en remettons à la Chambre. Nous connaissons la jurisprudence. Bien entendu, l'accusation a tout à fait raison. Les représentants des victimes ont raison également lorsqu'ils disent qu'il faut prendre en considération chaque affaire suivant ses mérites. Alors, bien entendu, pour M. Routot a obtenu 15 mois et nous ne sommes pas en train de dire M. Routot a obtenu 15 mois, donc M. Blégoudet devrait également obtenir 15 mois. Il s'agit de principes directeurs, de lignes directrices qui figurent dans les annexes 1 et 2 et qui vous donnent une moyenne de 12 mois qui ne me semble pas du tout déraisonnable. Et bien entendu, je ne connais pas les éléments de preuve en l'espèce, mais mon estimé confrère de l'accusation a fait référence dans son écriture au nombre de documents. Cela nous donne un chiffre légèrement supérieur à 6000. Et je me suis livré à un calcul rapide. Si vous lisez 50 documents par jour, et il faudra que vous lisiez particulièrement rapidement, cela vous donne 131 jours seulement pour lire les éléments de preuve de l'accusation, ce qui nous donne quasiment 4 mois pour lire quelques 6500 documents. Et l'accusation nous dit qu'elle a déjà communiqué en l'espèce ces documents. Il ne s'agit même pas des documents qui n'ont pas encore été communiqués d'ailleurs. Donc c'est un calcul fort simple. Et nous ne sommes pas en train de parler de la lecture des documents dans l'affaire Gbagbo. Parce que au cas où il n'y aurait pas jonction d'instances, bien entendu, il faudra également prendre en considération cela pour la défense. Alors, Monsieur le Président, vous avez raison. L'équipe de la défense de Monsieur Blégoudet est composée de 7 personnes. Mais nous demandons une certaine compensation temporelle. Donc, il a été indiqué, vous aviez 4 à 5 mois. Cela est considéré comme raisonnable étant donné que l'accusation se prépare déjà depuis plus de 3 ans. Là, nous parlons du principe de l'égalité des armes, qui d'ailleurs a été absolument avalisé par la Chambre d'appel dans
L'affaire Tadic, 15 juillet 1999, paragraphes 44 et 53. Par cet appel, la Chambre d'appel, pour la première fois, a mis en œuvre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir le principe de l'égalité des armes, qui est interprété dans l'article 6, qui ne figure pas dans l'article 6, mais qui est interprété. Et ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est que la Chambre d'appel prend note du fait que ce principe de l'égalité des armes doit se voir accorder une interprétation libérale. Pourquoi? Parce que un procès international, un procès pénal international est différent d'un procès national. En tant que conseil, j'ai une responsabilité et la responsabilité et la charge qui est la mienne et celle de mon équipe ne peut pas être comparée à la même charge et la même responsabilité dans un procès national. C'est une charge extrêmement lourde et ma déontologie, Monsieur le Président, en fonction de mes propres normes déontologie, m'indique de façon impérieuse que je ne défendrai pas une personne si en toute honnêteté et en toute bonne conscience, je ne peux pas la représenter en bonne et due forme et que mes collègues de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas non plus la représenter. Ce que j'aurais présenté comme demande à la Chambre, Monsieur le Président, au cas où c'est ce que j'aurais dit en fait au cas où cette règle n'existait pas. Mais je me trouve confrontée à mon obligation éthique, déontologique. Je dois défendre M. Blé Goudet, mais pour pouvoir défendre M. Blé Goudet, encore faut-il que je puisse disposer du temps et des ressources nécessaires pour assurer sa défense. Et je crois que ce principe se trouve dans l'article 13 du Code de conduite de la CPI, par lequel il est indiqué qu'un conseil a comme devoir de s'abstenir de représenter un accusé s'il ne peut pas défendre de façon diligente cet accusé. Donc ce que je vous demande, Monsieur le Président, lorsque vous trancherez à propos de cette requête, c'est de ne pas oublier qu'une période inférieure à 12 mois, si c'est ce qui est indiqué, cela signifiera que d'un point de vue déontologique, je devrais à nouveau envisager si je peux accepter ce mandat de conseil principal. Parce que c'est la première fois, et cela a été dit, que M. Blé Goudet comparé devant la CPI. Le procès de M. Blé Goudet est une affaire herculéenne et une année ne suffit pas. Ce que j'entends, c'est que, et je ne souhaite surtout pas exercer de pression sur la Chambre, et je m'excuse par avance si telle est l'impression qui s'est dégagée, mais je voulais juste vous démontrer quel est le dilemme de M. Blé Goudet. M. Blé Goudet a le choix d'avoir le conseil qu'il souhaite avoir. C'est la raison pour laquelle il a décidé de s'adresser à la Chambre à la fin de cette conférence de mise en état, si vous lui donnez l'autorisation de le faire. Cela signifie que nous sommes véritablement face à un énorme dilemme. Et je suis reconnaissant, Monsieur le Président, à mes collègues de la CSS. Je suis extrêmement reconnaissant également aux greffiers pour ce qu'ils ont fait jusqu'à présent pour notre équipe. Je sais qu'il est assez peu exceptionnel, donc il est tout à fait courant d'avoir une équipe composée de 7 membres. Mais je vous dirai en toute honnêteté que 2 membres travaillent de façon pro bono. Alors je sais que cela est exceptionnel. Je sais que tout un chacun s'évertue à fournir des ressources à notre équipe. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. Nous avons une dette de reconnaissance envers vous, Monsieur le Président, car vous nous avez octroyé un délai de temps supplémentaire pour répondre à propos de la requête aux fins de jonction d'instance. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Mais nous aimerions que notre demande ne soit pas considéré comme un signe d'ingratitude vis-à-vis de la Chambre. Mais nous pensons que le temps qui nous est accordé pour le moment ne nous permettra pas d'être prêts pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Ce sont des dates qui ont d'ores et déjà été mentionnées dans l'affaire Gbagbo. Ce que j'aimerais vous expliquer maintenant, puisque vous m'avez demandé pourquoi 15 à 18 mois, il y a 4 éléments que je souhaiterais mettre en exergue. Car si vous devez rendre une décision à propos de cette requête, encore faut-il que vous connaissiez les faits. Mon professeur,
la personne qui m'a beaucoup enseigné, monsieur le professeur Bassioni, m'a toujours indiqué qu'il ne fallait jamais supposer que des faits allaient être présentés comme preuve. Alors, moi-même, ainsi que maître Hendry, cela fait 4 mois, certes, que nous travaillons dans le cadre de cette affaire. Vous avez pu voir les annexes. Ces annexes montrent depuis combien de temps exactement nous travaillons. Je reviendrai là-dessus dans un petit moment. Et je pense que les 4 éléments qui sont pertinents et qui devront être pris en considération par la Chambre sont comme suit. La situation du bureau du procureur, la situation de l'ancienne équipe, la situation de l'équipe actuelle et l'avenir. Et je vais très rapidement revenir sur ces 4 éléments. Dans un premier temps, la position et la situation du bureau du procureur. Monsieur le Président, j'ai déjà fait référence au fait que le procureur avait demandé le 12 décembre 2011 l'arrestation de M. Blé Goudet et de ce fait un énorme avantage par rapport à la défense. Et cela ne peut pas être réfuté, c'est vrai. Il mène à bien une enquête depuis plus de 3 ans et il continue à mener à bien leur enquête d'ailleurs. Et vous le verrez dans les écritures d'hier que l'accusation fait référence à des enquêtes qui sont encore en cours. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a certains éléments qui sont confidentiels, certes, mais cela est un fait. Monsieur Blé Goudet est arrivé devant cette cour en mars 2014. Cela fait moins d'1 an, donc. Moins d'1 an. Cela fait moins d'1 an qu'il est ici. Et je dois vous dire que cela est déjà extrêmement ou remarquablement rapide si l'on tient compte du fait que l'audience de confirmation a eu lieu en octobre. Donc, le décalage entre le temps de préparation de l'accusation et le temps de préparation pour la défense, ce pas d'explication, il est manifeste. Et nous sommes d'avis que cela est un facteur extrêmement important qu'il faut prendre en considération. Et puis, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous savez que lorsque Monsieur Blé Goudet a été arrêté au Ghana en janvier 2013, a attendu 14 mois, a attendu dans des conditions qui étaient particulièrement pénible, et il a d'ailleurs fait référence lui-même lors de sa comparution initiale aux circonstances particulièrement dégradantes qui ont été les siennes. Il a passé 12 mois dans une cuisine. J'ai lu le compte-rendu d'audience. L'accusation a bel et bien eu le temps de mener à bien son enquête lors de cette détention de Monsieur Blé Goudet, et il ne pouvait pas avoir de communication avec son conseil, il n'a donc pas eu le temps de préparer sa défense. Et je pense que c'est un facteur qui a son importance en l'espèce. Et puis, qu'en est-il de la situation de l'ancienne équipe de la défense? Alors certes, lorsque je lis le compte-rendu d'audience, D'ailleurs, je remercie Monsieur McDonald pour son compliment, puisqu'il est dit que Maître Knops a eu la possibilité de présenter des arguments particulièrement solides lors de l'audience de confirmation. Mais vous savez, Monsieur le Président, et cela figure au compte-rendu d'audience du 30 septembre 2014, page 35, lignes 11 à 15, là, vous trouvez mon introduction à la Chambre. Et que dis-je? Eh bien, littéralement, je dis, je suis ici avec le titre illusoire d'assistant pro bono, et je suis ici seulement pour parler à la Chambre d'un élément juridique, la brièveté. Mes confrères, et cela figure à la page 35, mes collègues vont vous parler des éléments de preuve et des faits. Alors, bien entendu, vous avez une lettre émanant du greffe dans laquelle il est indiqué qu'un mot de passe a été donné à Maître Knops et Maître Hendry pour qu'ils aient accès à Ringtail ainsi qu'à Trim avant l'audience de confirmation et décharge. Et cela leur a été fourni par l'ancien
gestionnaire de dossier. Mais dans ce même paragraphe de cette lettre du greffe, vous avez la preuve que ces comptes n'ont été activés qu'en janvier. Vous avez par exemple l'annexe numéro 6 qui est confidentielle. C'est une lettre de Monsieur Blégoudet. Je ne vais pas y faire référence en audience publique, mais dans cette lettre, il explique à la Chambre ce qu'il est advenu, ce qui s'est passé avec ce changement au sein de l'équipe de la Défense. Alors, Monsieur le Président, nous avons imprimé des documents papier. Il s'agit donc du document avec les 7 annexes. Et j'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de bien vouloir vous intéresser, non pas à l'annexe 3 comme je viens de le dire, mais à l'annexe 5. Et les interprètes indiquent qu'ils ne disposent pas du document en question. Il s'agit d'une annexe publique. Le Président, de quel dépôt d'écriture s'agit-il, Maître ? Maître Knops, il s'agit du dépôt d'écriture d'hier. Mais nous avons préparé un classeur avec avec les 7 annexes et nous avons également un exemplaire prévu pour Monsieur MacDonald et Madame Massida. Vous avez ces exemplaires, non? Ah bon, le fait est que nous avons fait 30 ou préparé 30 exemplaires, donc il y en a un pour l'accusation et un autre pour la représentante légale des victimes. Les interprètes indiquant qu'ils n'ont pas ce document. Yes. Thank you, Mr. President. Le Président, oui. Maître Knops, je vous remercie. Je demanderai à la Chambre d'avoir l'amabilité de se reporter à l'annexe 5, qui est publique. Il s'agit d'un tableau présenté par Madame Marion Carine, notre gestionnaire de dossier. Et donc cela a été extrait du système Ringtail et Trim. Donc, si vous prenez en considération la situation qui était la mienne précédemment et la situation qui était la situation précédente de Maître Hendry, il faut savoir que le mot de passe pour Ringtail ne nous avait pas été donné. Et la preuve a été donnée à la Chambre de ce fait. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous verrez dans l'annexe 5 le nombre exact de jours de travail que Maître Hendry, co-conseil et moi-même avons passé dans l'affaire Blégoudet. Je pense que ce tableau se passe d'explication. Il est particulièrement illustratif. Nous avons également inclus le calcul qui correspond aux journées de travail à partir du moment où nous avons été affectés jusqu'au jour d'aujourd'hui, à savoir jour de la conférence de mise en état. Et il ne faut jamais supposer des faits qui ne sont pas présentés comme preuve. Et là, je vous présente des faits. Et j'espère véritablement qu'à l'avenir, dans ce prétoire, nous allons nous intéresser à des faits pour vérifier des faits. Parce que si l'on vérifie les faits en l'espèce, on remarque que Maître Hendry et moi-même n'avons pu avoir que 75 journées de travail, 75 journées de travail pour Maître Claver-Hendry, soit 89 journées de travail pour moi-même dans l'affaire Blégoudet, si l'on supposait que nous avions eu accès à Ringtail dès le premier jour de notre affectation. Parce qu'il faut savoir, Monsieur le Président, que le 19 décembre 2014, l'équipe précédente de la Défense a été désintégrée. Vous avez donc les éléments de preuve. Cela signifie que M. Blégoudet s'est retrouvé sans conseil, sans représentation juridique entre le 19 décembre et le 7 janvier, ce qui correspond à quasiment 20 journées. Alors, vous pourrez me dire que cela n'est pas une longue période, mais si l'on calcule les 4 ou 5 mois respectifs qui sont supposés avoir été des journées de travail pour nous, 20 journées, cela représente un grand nombre de journées de travail par rapport à ces 4-5 mois. Et nous avons une lettre que nous n'avons pas encore présentée, que nous pourrons présenter si la Chambre le souhaite. Et nous pouvons présenter cette lettre confidentielle qui date du 5 janvier, lettre de M. Blégoudet, destinée au greffe. Lettre par laquelle il met en garde le greffe
par rapport à ce genre de problème. Il indique que pendant toute cette période, il se trouvait sans représentation légale. Et nous parlons, je le rappelle, de la période allant du 19 décembre 2014 au 7 janvier. Monsieur le Président, voyez-vous dans l'annexe 5, il est indiqué que après l'audience de confirmation, les membres de l'équipe, et je parle de l'ancienne équipe, n'ont plus travaillé en l'espèce parce qu'ils attendaient la décision. Vous le verrez dans les comptes rendus d'audience et les différentes transcriptions. Ma présence lors de l'audience de confirmation a été une présence le 29 septembre et le 30 septembre j'ai quitté le prétoire. À un moment donné, je n'ai pas été présente pendant toute l'audience de confirmation, puisque du fait du mandat qui m'avait été octroyé à ce moment-là pendant la phase de confirmation, cela faisait 2 semaines que j'avais été affectée à cette affaire et mon mandat consistait tout simplement à aider l'équipe de la défense à propos d'un aspect juridique très pointu relatif à la gravité des crimes contre l'humanité et je le répète, cela figure à la page 35 du compte-rendu d'audience du 30 septembre, lignes 11 à 15. Voilà quels sont les faits, Monsieur le Président. Voilà, je le répète une fois de plus, quels sont les faits. Monsieur le Président, je vais maintenant m'intéresser brièvement au 3e élément, à savoir la situation dans laquelle se trouve l'équipe actuelle de la Défense. Et je vous demande d'avoir l'amabilité de bien vouloir prendre l'annexe 3 de votre jeu de documents. Cette annexe a été déposée hier, mais nous avons en fait mis ensemble tous les annexes dans un seul même document papier que nous vous avons remis aujourd'hui. Mes confrères ont eu l'amabilité de préparer cette annexe 3 qui nous permet d'avoir un résumé des dates où l'accès technique au système de la CPI ont été donné. Je pense à Ringtail, je pense à Trim, et vous verrez que tous les membres n'ont pas eu cet accès. Il y a certains membres qui viennent d'obtenir cet accès très récemment, ce qui fait que au cours des 4 dernières semaines, Monsieur le Président, je suis venu travailler ici quotidiennement. Tous les jours, je me suis intéressée à l'organisation de l'équipe. Est-ce que quelqu'un dans ce prétoire sait ce que cela signifie de diriger une équipe de la défense dans une affaire telle que la nôtre, avec tout ce que cela représente, les enjeux que cela représente, la vie de cet homme qui est en jeu? Est-ce que vous savez ce que cela représente ou signifie de composer, de mettre sur pied une équipe de la défense en 4 semaines? Je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de la défense qui ont pu mettre sur pied en 4 semaines une équipe et qui en 2 semaines ont pu déposer une requête pour la Chambre, requête par laquelle l'accusation maintenant nous dit, voyez-vous, Maître Knops connaît parfaitement la procédure. Alors nous avons déposé cette requête auprès de la Chambre aussi rapidement que faire se peut pour mettre en garde la Chambre et mes estimés contradicteurs de l'accusation et des victimes de la situation. Le but n'étant pas de retarder le procès, le but étant de parler de ce dont nous et de présenter à tout le monde le dilemme dans lequel nous nous trouvons. Je peux vous assurer, et je reviens là-dessus, cela est pour moi, cela relève de la déontologie, d'un devoir de déontologie. Je dois ne jamais mentir à un juge. Au cours des 4 dernières semaines, depuis mon affectation du 7 janvier, je pense avoir travaillé à concurrence de 89% dans cette affaire. J'ai été à même de lire tous les compte rendu d'audience de l'audience de confirmation, les transcriptions de l'audience de confirmation dans l'affaire Gbagbo, ce qui représente quelques 800 pages, ce qui a représenté pour moi 5 jours de lecture. Donc, vous voyez, lorsque je vous dis que l'accusation a un avantage, c'est un énorme avantage. Et nous demandons à la Chambre de prendre cela en considération. Et je vous l'ai dit, Monsieur le Président, Madame Antonina Dyke, qui vient juste d'arriver du Texas,
Texas, qui fait partie du barreau du Texas, vient juste d'être nommée. Elle a été stagiaire pendant 4 mois dans l'affaire Blé Goudet. Mais encore faut-il qu'elle soit formée en tant que gestionnaire de dossier. Être gestionnaire de dossier dans cette affaire représente une tâche énorme. Cette formation... Pour cette formation, nous avons quelques 2 semaines, à raison de 2 heures pour la formation Ringtail. Et les personnes qui forment ne nous ont pas formés pour TRIM parce qu'il s'agit d'une formation différente. Alors j'ai essentiellement travaillé au TPIR et au TPY. Les systèmes sont certes différents. En d'autres termes, les gestionnaires de dossiers sont au centre, au cœur de l'équipe de la défense. Alors que, en ce qui nous concerne, ils ont encore des formations à suivre. Je ne pointe un doigt accusateur vers personne. Je me contente de dire que nous ne sommes pas encore absolument opérationnels. Je pense que notre équipe peut véritablement commencer à travailler de façon efficace, peut-être au début du mois de mars. Et encore, là, je pêche par excès d'optimisme. Et il faudra que nous travaillions jour et nuit d'arrache-pied, ce que nous faisons d'ailleurs déjà. Donc, je ne suis pas ici pour vous faire perdre votre temps. Nous ne sommes pas ici pour faire perdre le temps du procureur et des victimes. Et nous savons que les victimes ont le droit d'entendre cette affaire aussi rapidement que possible. Monsieur Blé Goudet n'est pas ici pour faire perdre son temps à la cour. Il veut rentrer chez lui. Mais il veut également pouvoir avoir un procès équitable. Il veut pouvoir disposer de temps suffisant pour que son équipe soit prête. Voilà quel est l'objectif principal de notre argument aujourd'hui. Alors je pense que vous allez rendre une décision en ce qui concerne la jonction d'instance, mais nous espérons que cela ne sera pas utilisé par nos estimés confrères de l'accusation et des victimes pour dire « Ah, voyez-vous, Madame, Messieurs les juges, vous avez déjà décidé qu'il y avait suffisamment de temps parce que Maître Knops et Maître Claver-Hendry sont prêts depuis 4 à 5 mois. » Moi, je pense que le contexte d'une jonction d'instance est tout à fait différent lorsque l'on pense à la préparation du procès. Je peux comprendre pourquoi vous avez indiqué que la défense avait jusqu'au 19 pour répondre à la demande de jonction. Peut-être pas de façon détaillée, mais au moins la défense a déjà les grands tenants et les aboutissants de l'affaire. Mais cela est quelque chose de tout à fait différent lorsque l'on pense aux préparatifs pour le procès si important qui va être entendu ici. Donc j'aimerais insister sur un fait. Votre décision du 6 février à propos de la jonction d'instance, qui consistait à nous octroyer 1 semaine de temps supplémentaire, ne devra pas être interprétée comme le fait que la défense a déjà eu suffisamment de temps pour se préparer à l'affaire. 15 à 18 mois, ai-je dit, vous trouverez dans le paragraphe 23 de notre première requête un calcul fort simple qui se fonde sur mon expérience et l'expérience de mon confrère dans d'autres affaires. Alors bien entendu, nous pouvons effectivement parler du caractère arbitraire de cette période 15 à 18 mois. Effectivement, pourquoi pas 12 à 15 mois, certes. Mais ce que j'avance, ce que je dis, c'est que si on nous octroie moins d'1 année, ce sera tout à fait irréaliste et nous ne pourrons pas être prêts pour ce procès. Et je le dis et je le répète et je vais le réitérer une fois de plus. Personne ne pourra reprocher à cette équipe de la défense de ne pas avoir alerté à la fois la Chambre et mes estimés confrères de l'accusation parce que nous ne voulons pas tirer sur la sonnette d'alarme de façon négative. Nous avançons des éléments de discussion. Je vous l'ai dit, Mesdames, Messieurs les juges, dans son écriture pour l'ordre du jour d'aujourd'hui, l'accusation a fait référence à quelques 6560 documents qui ont d'ores et déjà été communiqués et qui avaient été communiqués avant l'audience de confirmation d'ailleurs. Moi, je n'ai pas eu la possibilité de les étudier pour être très franc avec vous parce que j'ai dû me précipiter et en hâte mettre sur pied une équipe de la défense. Ce qui d'ailleurs, à mon humble avis, est tout à fait remarquable par rapport aux autres équipes de la défense avec lesquelles j'ai travaillé. Donc je vous ai dit de façon très rapide, cela nous donne 50 documents par jour, vous devez être à même de lire extrêmement rapidement et de comprendre l'essentiel des éléments de preuve.
dans le cadre de ces 131 jours qui correspondent à 4 mois. Et nous ne parlons même pas, et nous ne parlons que des communications des documents qui ont été communiqués jusqu'à présent. En d'autres termes, 15 à 18 mois ne nous semble pas irréaliste, ne nous semble pas disproportionné, parce que cela prend en considération le fait que cela fait 3 ans que l'accusation travaille, or elle n'est pas encore prête pour son procès. C'est ce qu'ils avancent en tout cas dans leurs écritures de lundi. Deuxièmement, vous avez la composition de l'ancienne équipe de la défense. Maître Claver-Hendry et moi-même n'avions joué qu'un rôle très secondaire, en fait, dans cette ancienne équipe de la défense. Et mon estimé confrère est très généreux à mon égard lorsqu'il dit que j'ai été à même de présenter des arguments particulièrement solides. Je l'en remercie, mais peut-être que finalement, il n'était pas si solide que cela, ces arguments. En tout état de cause, j'espère avoir convaincu la Chambre du fait que ma contribution à la confirmation des charges a été une confirmation très infime, très limitée. Elle a porté sur un point de droit, uniquement relatif aux éléments de preuve, et vous trouverez dans mon annexe 1, l'annexe 1 à notre requête, annexe confidentielle, une lettre de la section d'appui au Conseil, et mon confrère à ma gauche peut le confirmer. C'est un document dont je dispose et qui, à l'époque, était le document de notification des charges. Et ceci confirme également qu'à l'époque, je n'avais pas accès à toutes les pièces de la Cour. Le troisième élément de l'équipe de défense actuelle, qui n'a toujours pas été constitué, est justifié donc à la lumière de ces 3 éléments. Cela doit être pris en compte dans le cadre de toute communication future, dans le cadre des 15 à 18 mois qui ont été proposés et qui, de notre avis, ne sont pas réalistes ni raisonnables. Il faut tenir compte également des annexes 1 et 2 qui prévoient un temps de préparation pour la première conférence de mise en état. J'espère que les arguments que j'ai présentés ont pu vous convaincre, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Nous sommes devant vous, nous en remettons à vous, nous sommes entre les mains de la Chambre. Nous sommes tout à fait disposés à coopérer. Monsieur Blé-Goudet souhaite coopérer avec la Cour et il veut surtout rentrer chez lui. Il n'a pas d'intérêt à faire de l'obstruction. Il n'a pas d'intérêt à user de mesures dilatoires. C'est pourquoi nous avons dit, et je vais en terminer là-dessus, cette requête n'est pas une requête en prolongement de la procédure, c'est tout simplement une requête qui a pour finalité de nous permettre de nous préparer en vue du procès, pour que le procès puisse commencer sans qu'il y ait d'interruption potentielle du fait que la défense devra, dans l'intervalle, demander à la Chambre toutes sortes de délais supplémentaires pour diligenter des enquêtes, pour obtenir des documents au titre de la divulgation, pour préparer des contre-interrogatoires, etc., etc. Monsieur le Président, je m'en remets à vous. Vous êtes une Chambre chevronnée. Vous avez également une formation d'universitaire. Vous connaissez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que j'ai évoquée dans ma requête initiale. Nous nous en remettons à vous. Si vous estimez que 15 à 18 mois est un délai excessif, vous serez néanmoins d'accord avec moi pour dire qu'un intervalle inférieur à 1 année, au vu du fait que nous sommes une équipe de défense nouvellement constituée, et en gardant à l'esprit le serment que j'ai prêté devant le barreau auquel j'appartiens, eh bien, au vu de tout cela, je ne pense pas que ce délai soit irréaliste. Je ne dirais pas que ce serait impossible, je n'utiliserai pas ce mot-là, mais si le procès Blé-Goudet devait commencer avant la fin de l'année, eh bien, je puis vous garantir que nous ne serons pas prêts. 2 autres avocats ivoiriens, Maître Bougnan et Maître Kouadio, étaient ici. Ils sont restés ici pendant 2 semaines. Nous avons parlé d'un plan d'action, d'un plan d'enquête, etc., etc. Par où commencer face à une affaire comme celle-ci, lorsqu'on doit composer avec 40 000 documents, près de 1200 vidéos, plus de 400 demandes de participation des victimes? Où commencer? Par quoi et par où commencer? Et sur la base de notre jugement
professionnels, nous nous sommes dit que si le procès devait commencer dans moins d'1 an, eh bien nous, en tant qu'avocats professionnels, nous ne serions pas prêts ni sur le plan déontologique, ni sur le plan juridique, d'assurer une bonne défense à M. Blé-Goudet. Là encore, le but n'est pas de faire pression sur la Chambre, c'est simplement un argument que nous faisons valoir. Et, Monsieur le Président, nous avons présenté des arguments qui sont fondés sur la genèse même de cette affaire, sur l'histoire de l'équipe de défense précédente, l'équipe de défense actuelle et sur les choses à venir. Et sur la base de ce qui a été communiqué jusqu'à présent, j'espère que vous allez conclure que notre demande n'est pas irréaliste et déraisonnable. Merci. Le Président, merci beaucoup, Maître Knoops. Vos observations sont fort utiles. Monsieur MacDonald, il nous reste encore 20 minutes. Peut-être pourriez-vous présenter votre réplique. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire maintenant? Monsieur MacDonald. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je suis prêt à répondre à un certain nombre de points. Je voudrais simplement signaler pour la gouverne de Maître Knoops, et j'en suis désolé, je viens d'envoyer à votre adresse ICCPN un courriel qui avait été envoyé au conseil précédent, Maître Kaufmann, et je vous rappelle simplement le contenu de ce courriel. Je vous invite à le consulter. Je serai disposé à en discuter après la pause de ce matin. C'est un courriel qui avait également été envoyé en copie à Maître Ndri, qui était co-conseil de Maître Kaufmann en décembre dernier, avant que celui-ci ne se retire de l'affaire. Je veux simplement répondre à un certain nombre de points, puis je repasserai à l'ordre du jour. Je voudrais éclaircir ou démystifier quelque chose qui est peut-être flou. Lorsque j'écoute les observations de Maître Knoops, pour l'essentiel, les éléments de preuve dans l'affaire Gbagbo et l'affaire Blé-Goudet sont les mêmes, sont essentiellement les mêmes. Il y a peut-être quelques différences, car certains documents ont été divulgués au titre de la règle 77, parce que c'était des documents à charge. Et s'il devait y avoir jonction d'instance, les mêmes documents seront communiqués au titre des mêmes dispositions statutaires. Mais pour ce qui est des documents qui sont différents, eh bien, leur nombre est très limité. Tout cela pour dire que l'essentiel des documents est le même. En préparant nos arguments au vu de cette conférence de mise en état, nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de documents qui avaient été divulgués le 6 février ou à la mi-janvier n'avaient pas été divulgués en la présente affaire. Et pourquoi cela? Eh bien parce que nous attendions la décision de la Chambre s'agissant des questions relatives au protocole d'expurgation. Dès que cette question aura été élucidée, nous serons prêts à divulguer le reste des documents en appliquant les mêmes expurgations. Donc, peu importe les pièces que devra consulter ou exploiter Maître Knoops dans l'affaire Blé-Goudet, qu'il sache que ce sont les mêmes documents que dans l'affaire Gbagbo. Il n'y a pas de différence entre les deux. Je voudrais également préciser quelque chose d'autre, c'est-à-dire cette notion d'égalité des armes. Et l'avantage dont jouirait l'accusation. Eh bien, Blé-Goudet fait partie de cette affaire depuis le début. C'est une source d'information, c'est un homme à l'évidence intelligent, et il est là pour aider sans conseil. Donc, il est informé personnellement des preuves pour les avoir reçues. Il y a accès depuis le centre de détention grâce au système Ringtail. Les pièces sont dans une langue que M. Blé-Goudet comprend, le français, sa langue maternelle, et tout ce qui est en anglais a déjà été traduit, du moins pour ce qui concerne les éléments de preuve au titre de la règle 76. Je crois qu'il comprend l'anglais parfaitement. D'ailleurs, il ne porte même pas de casque d'écoute, pour dire qu'il comprend très bien.
Donc M. Blégoudet peut aider son conseil sur les questions factuelles. Après tout, c'était une personne importante qui était présente sur les lieux en 2000, en 1999, et ce jusqu'en 2011, lorsqu'il a fui la Côte d'Ivoire. Donc, égalité des armes. L'accusation assume la charge de la preuve, au-delà du doute raisonnable. Donc, à l'évidence, nous devons enquêter sur une situation, nous préparons notre affaire, nous communiquons tout cela à la défense. Et le faire prend du temps, c'est ce que nous continuons de faire. Car après tout, c'est une affaire fort complexe. Malheureusement, l'affaire a commencé avec le transfèrement de M. Gbagbo à la Cour, alors que l'accusation en était encore au début de son enquête. Elle disposait de motifs suffisants pour procéder à l'arrestation et demander le transfèrement de M. Gbagbo, mais il lui restait beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir démontrer et prouver sa thèse au-delà du doute raisonnable. Je voudrais donc faire part de tout cela pour bien situer les choses. J'ai écouté Maître Knoops et je comprends que sa position ne soit pas une position facile, mais c'est à lui de décider s'il souhaite représenter M. Blégoudet. Personne ne l'oblige à le faire. Il a l'obligation éthique, comme nous d'ailleurs, comme nous tous, et dans tout système judiciaire de par le monde, l'on ne peut représenter un suspect ou un accusé à moins d'être convaincu, d'être prêt à le faire. C'est un principe de base. Donc, lorsque Maître Kaufmann s'est retiré de l'affaire en décembre, lorsque M. Blégoudet s'est mis en rapport avec lui pour lui demander de le représenter, il savait fort bien, avant même cette audience, de toutes les pièces et documents qu'il avait à lire et à consulter afin de se préparer. Je dois rappeler à la Chambre qu'il y a une décision de confirmation des charges qui a été rendue dans l'affaire Gbagbo il y a quelque temps déjà. Il y a également une autre décision de confirmation des charges qui a été rendue en l'espèce. Vous disposez d'un document de notification des charges fort détaillé dans l'affaire Blégoudet. Et prises ensemble, toutes ces pièces indiquent clairement quelle est la base factuelle, quels sont les crimes reprochés, de quels événements il s'agit, quels sont les modes de responsabilité imputés à M. Blégoudet. Je pense que la Chambre a mentionné quelque chose de très important au début de cette conférence, lorsque la Chambre a indiqué qu'elle n'allait pas aborder certaines questions, car il fallait d'abord que la décision relative à la jonction d'instance soit prise. Et c'est, à mon sens, une décision fort judicieuse. Nous rediscuterons peut-être du protocole relatif à la divulgation, afin que la défense de M. Blégoudet puisse se préparer. À l'heure actuelle, M. Blégoudet est représenté, et il est représenté depuis le début mars. Il a participé activement à cette affaire, et Maître Hendry était également impliqué dans cette affaire en août dernier, Maître Knoops depuis septembre. Il a accès à des éléments de preuve maintenant, il ne l'a peut-être pas toujours eu, mais il avait accès à l'affaire, il avait accès au dossier de l'affaire, suffisamment d'informations pour savoir de quoi il retournait au juste. Et il s'est levé dans ce prétoire, il a présenté des arguments juridiques. Dire qu'il a besoin de 15 à 18 mois pour se préparer, je comprends cet argument. Se préparer prend du temps. Mais rappelez-vous
qu'il avait également demandé à disposer de près de 7 mois avant de répondre à une requête aux fins de jonction d'instance. Aujourd'hui, il est en train de nous dire très bien, je dispose d'une semaine supplémentaire pour formuler ma réponse. Or, la décision relative à la confirmation des charges a été rendue en décembre dernier et le 15 ou le 16 décembre, le 19 décembre dans les deux affaires, ou plus précisément le 22 décembre dans l'affaire Blé-Goudet, nous avons présenté une requête en jonction d'instance. Il y a donc 2 mois. Je sais que la transcription de 800 pages nécessite 5 jours si on fait plusieurs choses à la fois, mais si on se consacre uniquement à la transcription, on peut le faire en 2 jours, en une journée. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une affaire ou d'affaires au pluriel qui sont complexes. Les dossiers sont énormes, nous le savons. Ils présentent un défi particulier. Mais c'est à Maître Knoops qu'il appartient de nous dire si le nombre de mois qu'on lui accorde pour se préparer sont suffisants pour représenter M. Blé-Goudet. On peut envisager d'autres scénarios, Monsieur le Président. Qu'il y ait injonction d'instance ou pas. En tout état de cause, quelle que soit la décision relative à l'injonction d'instance, si la Chambre, après avoir mûrement réfléchi aux observations formulées par Maître Knoops, décidait de fixer la date du début du procès à la fin septembre, début octobre, donc essentiellement dans 9 mois, en ajoutant à cela la période pendant laquelle Maître Knoops a été associé à cette affaire, eh bien, nous nous rapprochons du délai de 15 mois qu'il sollicite. Donc, s'il devait y avoir jonction d'instance, je pense que ce serait tout à fait raisonnable comme délai. La Chambre pourrait même décider de commencer le procès en décembre, en novembre ou décembre. Son client est certes en détention depuis 2 ou 3 ans, mais l'on peut faire valoir que c'est une période raisonnable, une période de détention raisonnable s'agissant de son client. Donc, s'il faut garder à l'esprit l'argument relatif au délai raisonnable et au vu de la position adoptée par Maître Knoops concernant sa réponse à la requête en jonction d'instance, eh bien, toutes ces questions sont pertinentes et je pense que nous le comprenons tous. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce qui est raisonnable de ce qui ne l'est pas. C'est à vous qu'il appartient de trancher la question. Mais je voulais simplement réagir à ces observations pour que les choses soient bien situées dans leur contexte. J'encourage Maître Knoops à lire ce courriel, car après la pause, je vais peut-être en discuter à nouveau. Je voudrais également donner l'occasion à Maître Knoops d'en discuter, mais nous pourrions peut-être passer en audience à huis clos partiel pour discuter du contenu de ce courriel. Mais pour l'instant, des allégations ont été formulées. J'ai lu les pièces relatives à cette conférence de mise en état, y compris les lettres de M. Blé-Goudet. Mais il y a un élément qui manque dans toute cette histoire. Maître Kaufmann n'est plus là. Maître Kaufmann n'est même pas au courant de cette conférence. Et ceci a un impact sur ses obligations éthiques et son propre comportement professionnel. Donc, avant de formuler des allégations, avant de faire ce genre de remarques, Maître Kaufmann devrait peut-être être mis au courant afin qu'il puisse répondre en bonne et due forme. Après tout, il est peut-être attaqué, me semble-t-il, au titre du Code de conduite professionnelle des conseils. Je ne veux pas m'écarter du sujet principal, mais ce sont là des arguments dont il faudra tenir compte. Je vous remercie. Le Président.
Dois-je en conclure que vous n'en avez pas terminé en ce qui concerne votre réplique? Monsieur MacDonald, c'est exact. Il reste un point que je souhaiterais aborder plus tard. Et il concerne ce que M. Blégoudet avait compris de sa représentation par Maître Kaufmann. Et à partir de quel moment il a été informé du changement de représentation. Car il aurait pu prendre des mesures beaucoup plus tôt, avant cette conférence de mise en état. J'aimerais que Maître Knoops ait l'occasion de lire ce courriel, qu'il en discute avec son client, et après la pause, nous pourrions brièvement, l'accusation pourra brièvement aborder ce sujet. À savoir, à partir de quel moment M. Blégoudet aurait-il dû chercher à être représenté par un autre conseil? À partir de quand est-ce qu'il a été informé de tout cela? Le Président, la Chambre va effectivement faire la pause. Il est presque l'heure prévue pour la pause. Mais avant de trancher cette question, la Chambre ne pense pas qu'il s'agisse de plaider ce point en particulier. J'ai constaté que vous avez tenu des propos quelque peu sibyllins, mais les questions entre les conseils et les clients, enfin, il n'est pas nécessaire d'en discuter, d'en argumenter devant la Chambre. Ce qui nous intéresse, c'est simplement d'obtenir les pièces pertinentes, de sorte que les deux équipes puissent nous informer et que la Chambre détermine de combien de temps la défense a besoin pour préparer adéquatement sa défense, en respectant les deux principes que sont les droits fondamentaux de l'accusé et l'équité. Monsieur MacDonald, tout à fait, Monsieur le Président, je comprends parfaitement, ce n'est pas notre but non plus. Mais lorsque le Conseil met en copie l'accusation sur des discussions relatives à ce genre de discussions qui pourraient avoir un impact sur votre décision, il nous est apparu essentiel de vous le signaler. C'est pourquoi, en fait, non, je crois que la première chose à faire, c'est que le Conseil de la Défense puisse s'entretenir avec son client, et après cela, il ne sera peut-être même pas nécessaire de revenir sur ce point. Je voulais simplement que le dossier contienne des propos tenus par l'accusé, ce qui pourrait contenir également des informations différentes, une question qui pourrait peut-être intéresser la Chambre. C'est dans ce but-là que j'ai abordé ce point. All right, Le Président, très bien. Il est 11h25. Nous avions prévu de prendre une pause, notre pause du matin à 11h30. Il reste encore quelques minutes, mais nous allons faire la pause maintenant. Un instant, je vous prie. all right. We have much to do today. Fort bien. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Nous allons revenir à 11h55, donc. Vous vous levez.